Bonjour, alors aujourd'hui nous allons parler de l'ail, Allium sativum, un ingrédient de la diététique proche de l'oignon, Allium cepa, et proche aussi de l'ail des ours, Allium ursinum, un produit d'usage courant, quotidien, qui appartient à la grande famille des légumes forts, qui sont en général, bien souvent, des légumes piquants et tièdes. C'est leur caractéristique. Alors, piquants parce qu'ils font circuler l'énergie. Ils font circuler le qi et spécialement le wei qi. Ils ont un tropisme poumon, bien souvent, ce qui est le cas de l'ail, et ils font circuler l'énergie défensive, le wei qi. Ils font circuler les toxines et pour ce qui concerne l'ail, il a l'intérêt, l'avantage de disperser le plomb, de permettre l'élimination d'un métal lourd, particulièrement difficile à éliminer, qui est le plomb. Donc c'est un anti-infectieux à large spectre, qui a un tropisme non seulement poumon, comme je le disais à l'instant, mais aussi rate et estomac. C'est un anti-infectieux à large spectre, poumon, estomac, rate, qui va donc traiter des problèmes aussi variés que les rhumes, les grippes, les bronches. On s'en servira aussi pour les otites en jus, qu'on pressera et qu'on mettra directement dans l'oreille pour les enfants en recouvrant d'un coton pour la nuit. Donc ça, c'est son rôle anti-infectieux sur toutes les pathologies du poumon et de la sphère ORL. Très intéressant pour ces indications-là. C'est un produit qui a aussi un tropisme rate, je me répète. Il est hypoglycémiant. Il est antiparasitique pour ce qui concerne la sphère digestive. Il ne traite pas spécialement le ténia, mais il a une bonne action contre les parasites. Il permet, en cas de stagnation alimentaire pour les repas un peu trop copieux, de favoriser la circulation des aliments dans la sphère digestive. Il lutte contre la stagnation alimentaire. C'est un grand antibiotique. C'est un médicament qui a été, ou un alicament, un aliment-médicament qui a été tout au long du Moyen-Âge traité à juste titre comme une panacée. On l'a utilisé pour traiter des maladies aussi graves que la tuberculose ou la typhoïde. Aujourd'hui, on reconnaît toujours qu'il a des vertus anticancéreuses. Voilà, la maladie de civilisation de la modernité, c'est le cancer, et évidemment, tout le monde est intéressé par les vertus anticancéreuses des différents grands médicaments et aliments, des alicaments. Il est vendu dans un produit qu'on trouve parfois en pharmacie, sinon en magasin bio, qui s'appelle le vinaigre des 4 voleurs. Je vous renvoie pour la petite anecdote à ce procès de la fin du XVIIe siècle qui parle de 4 brigands qui profitaient de la peste pour s'introduire dans les maisons et piller les maisons où les familles avaient été décimées par la peste. Quand ces 4 brigands, quand ces 4 voleurs ont été interrogés par la justice lors de leur procès, évidemment on leur a demandé comment ils avaient pu s'introduire dans les maisons sans craindre d'en mourir de la peste, et c'est ainsi qu'on a appris qu'ils s'étaient nourris, saturés d'ail et d'un mélange un peu particulier, qui est passé à la postérité sous ce nom, le vinaigre des 4 voleurs. Alors, comment est-ce que l'ail agit ? Eh bien, en médecine chinoise, on dit qu'il libère la surface.
il libère le bio, la surface, c'est-à-dire la périphérie, la couche la plus superficielle dans notre corps physique, sur laquelle circulent les énergies défensives. Il libère le bio en favorisant la sudation. Donc c'est un produit qui fait transpirer, qui peut faire transpirer. Néanmoins, on ne conseillera pas de continuer à en manger si la transpiration sent excessivement l'ail. Soyons attentifs à ce détail. Il draine les poumons. L'ail est un drainant du tan. En médecine chinoise, je rappelle que le tan, T-A-N, c'est une notion qui désigne les liquides organiques non physiologiques. Il y a dans le corps tout un tas de liquides organiques qui non seulement ne favorisent pas le métabolisme et la physiologie du corps humain, mais l'encombrent. C'est ça qu'on appelle, d'un terme générique en chinois, le tan. Quand ce tan vient stagner dans les poumons, bien, ça fait des glaires que le corps évacue comme il peut par le nez ou par des crachats. Et évidemment, il vaut mieux les éliminer, il vaut mieux les évacuer. Et l'ail va favoriser cette élimination du tan. Il va aider à drainer le tan vers la sortie. Le poumon est l'une des sources de l'eau. Le poumon, en médecine chinoise, est la source supérieure de l'eau. Il joue un rôle fondamental dans le métabolisme des liquides. Mais il a besoin de faire circuler les bons liquides. Quand ce poumon est envahi, encombré par le tan, eh bien, c'est tout le métabolisme des liquides qui s'en trouve contrarié, ce qui peut produire des œdèmes, par exemple, et l'ail va aider à la bonne circulation, à l'élimination du tan et à la bonne circulation des liquides. Donc c'est un expectorant et un diurétique. Il va favoriser l'élimination du tan non seulement par les glaires, mais aussi par la diurèse. Si on veut avoir un effet thérapeutique, pas simplement pour accommoder son repas au quotidien, mais un effet thérapeutique, il faut prendre des doses de 10 grammes au moins par jour. Si on veut avoir cet effet diurétique dont je parlais à l'instant, il est bon de mélanger ces 10, 20, jusqu'à 30 grammes d'ail par jour avec une bonne poignée, une quantité équivalente, disons, de soja jaune qu'on aura fait détremper. L'ail est un produit tiède, disais-je au début, pour signaler ses caractéristiques en médecine chinoise. C'est un produit tiède, donc c'est un produit qui va avoir une action échauffante sur le corps. Je rappelle que dire qu'il est tiède, ça ne veut pas dire qu'il est tiède quand on le prend dans la main, ce n'est pas sa température au toucher. Quand on dit qu'un produit est tiède, ça veut dire qu'il a une action légèrement échauffante après ingestion, à l'intérieur du corps. Et je le dis ou le répète pour tous ceux qui voudraient manger cru et qui risquent encore de croire qu'ils vont se refroidir en mangeant cru. Donc ça, c'est un lieu commun, souvent véhiculé par les instituts de médecine chinoise, que la nourriture crue est une nourriture refroidissante. Oui, peut-être, chez les crudivores insouciants et maladroits, mais on peut avoir une nourriture crue qui reste tiède ou même chaude, à condition évidemment, de ne pas se gaver de fruits ou de légumes refroidissants, mais de compléter ou d'introduire toujours un petit peu dans sa nourriture des aliments tièdes ou chauds
comme le gingembre dont j'ai déjà parlé ou l'ail. Évidemment, pour éviter d'avoir une action trop refroidissante sur le corps, il est très important de ne pas non plus se gaver de fruits et légumes refroidissants. Tout va être une question, tout sera question de dosage et de proportion. Donc un produit très utile pour tous les crudivores qui veulent continuer d'avoir un apport essentiel de nourriture crue, c'est-à-dire de nourriture vivante, mais qui veulent avoir le bénéfice d'aliments qui vont les réchauffer. Enfin, en dermato, l'ail est un produit intéressant. Si on peut l'utiliser par voie externe sur la peau pour frotter des verrues, ça peut prendre une dizaine de jours, une vingtaine de jours, mais à force de frotter ces verrues, eh bien, on peut finir par les faire partir. C'est un produit antiseptique qu'on peut utiliser pour désinfecter une plaie superficielle, des écorchures par exemple. C'est un produit qui va favoriser la cicatrisation et éviter toute infection. Ça peut se comprendre par le fait que, comme vous le savez, en médecine chinoise, on dit que le poumon commande la peau. Les différents organes sont reliés par la théorie des 5 éléments à différents tissus, et le tissu qui est en relation avec le poumon, c'est la peau. D'où l'explication du fait que l'ail, qui a ce tropisme poumon, permette de guérir aussi certains problèmes dermatologiques. Voilà, je terminerai en parlant ou en reprécisant la question des dosages et de la forme sous laquelle on peut consommer l'ail. La question du mode d'administration et du dosage. Alors, je déconseille vivement de le consommer en poudre pour une raison évidente. On ne sait pas depuis combien de temps cet ail a été récolté, depuis combien de temps il a été séché, puis réduit en poudre, mais on sait que le jing, c'est-à-dire l'énergie quintessentielle d'un aliment, est inversement proportionnelle au nombre de transformations qu'il a subies. Plus un aliment, plus un produit naturel, un produit par la terre a été transformé, moins il a d'énergie. Ensuite, il faut bien voir que la réduction en poudre, en farine ou en poudre, pour tous les aliments, évapore l'énergie quintessentielle. On a réussi à faire germer des graines de blé, des graines de céréales qu'on avait trouvées dans les pyramides égyptiennes, parce que le grain, sous sa forme naturelle, compacte, contient encore l'énergie quintessentielle, même 2000 ou 3000 ans après. Par contre, réduisez un tas de blé en farine, et là, il va s'éventer très vite. Donc les transformations altèrent le jing. Donc on ne consommera pas, on évitera de consommer cet ail en poudre qu'on trouve dans les grandes surfaces. On évitera de le consommer cuit aussi. La cuisson de l'ail a sans doute un intérêt gastronomique parce que l'ail contient des glucides que la cuisson va exalter, notamment par le fait que la cuisson va faire disparaître la lysine, c'est-à-dire l'huile essentielle qui est contenue dans l'ail et qui va s'évaporer du fait de la cuisson. Le côté piquant justement de l'ail va disparaître et ça va mieux faire ressortir son côté sucré. Donc c'est intéressant sur le plan gastronomique, mais du coup ça l'est beaucoup moins sur le plan diététique. Donc l'ail est un produit
qu'on va, pour ses vertus thérapeutiques, consommer essentiellement cru. Une gousse par jour, c'est bien en entretien ou en prévention, mais pour un usage thérapeutique, c'est toujours entre 10 et 30 grammes environ. Évidemment, on pourra varier un peu moins pour les enfants et un peu plus pour un grand gaillard de 2 mètres, évidemment. On peut l'intégrer à des jus de fruits frais. C'est quelque chose à quoi on ne pense pas et parfois on a peur de gâcher un peu son jus, on a peur du côté piquant que l'ail peut donner à un jus de fruits et de légumes, mais si on parvient à doser, évidemment c'est l'art du cuisinier ou de la cuisinière que de réussir en pratique à faire ces jus sans les rendre imbuvables, mais c'est une manière de les intégrer. Commencez tranquillement, allez-y mollo comme on dit, ne forcez pas la dose, mais vous pouvez en mettre et vous verrez que ça ne gâche pas les jus. On peut l'utiliser avec ou sans germe, cet ail. C'est le germe qui contient le plus de produits actifs, donc il est peut-être un petit peu dommage de l'enlever. Certaines personnes y sont intolérantes, donc il faut en tenir compte, évidemment. Peut-être faudra-t-il en manger moins dans ce cas-là, ou voyez, si vous préférez enlever le germe pour pouvoir en manger plus avec le plaisir d'en avoir le goût, mais sans être incommodé par une action, par une saveur trop piquante, eh bien, on peut aussi enlever le germe. Mais encore une fois, c'est un petit peu dommage. C'est ce germe qui contient l'essentiel des composés soufrés qui explique l'action, l'efficacité de ce produit. Mais c'est aussi ce à quoi certaines personnes sont intolérantes. Donc une intolérance digestive, voilà, à laquelle on peut répondre ou en diminuant la dose ou en enlevant le germe. Donc je souligne une dernière fois l'attention particulière qu'on doit avoir à la cuisson, qui détruit non seulement l'huile essentielle mais aussi les composés soufrés. Elle détruit les vitamines A, B, C, E, K qu'on va trouver dans l'ail. Et c'est bien dommage. Le dernier point que je voudrais évoquer ici, c'est la mauvaise haleine, dont se plaignent ceux qui mangent un peu trop d'ail, ou dont se plaignent surtout leurs épouses ou leurs époux, leurs compagnons. Eh bien, cette mauvaise haleine peut être diminuée par la consommation, ou atténuée, voire annulée par la consommation de persil, de grains de café. On peut mâcher aussi des graines de cardamome. Ce sont des astuces qui permettent de réduire la mauvaise haleine due à l'ail. Pensez aussi à la menthe poivrée en feuilles ou encore plus saisissant en huile essentielle. À la fin de repas, une petite goutte d'huile essentielle de menthe poivrée, une huile dont il ne faudra pas abuser en quantité puisque vous savez qu'elle a des effets neurotoxiques. Donc ne pas utiliser l'huile essentielle de menthe poivrée de manière régulière, abondante et à long terme. Voilà, je voudrais terminer sur les contre-indications pour éviter que tout le monde se précipite sur l'ail. L'ail est contre-indiqué pour tous les gens qui souffrent de vide de sang. Donc c'est le moment de regarder la langue et de vérifier si elle est très pâle, si on a d'une manière générale la peau blanche, si la langue est pâle. Si elle est d'un rose qui vire trop vers le pâle, eh bien, avec des symptômes comme peau sèche, des mouches devant les yeux, une mauvaise mémoire, tous les signes qui sont des signes classiques de vide de sang doivent nous alerter et constituent une contre-indication à la consommation
du moins à la consommation régulière et à dose thérapeutique, de l'ail. On devra l'éviter aussi en cas de vide de yin, dans la mesure où c'est un produit échauffant, on évitera de trop réchauffer. Alors pour le vide de sang, l'ail est contre-indiqué parce qu'il fait circuler. Il fait circuler le qi et le sang. Mais quand le qi et le sang sont en vide, évidemment, on évite de les faire circuler parce que ça les disperse encore plus. Ça peut aggraver le vide. Pour ce qui est du vide de yin, ici, non seulement on est dans une situation de vide, donc on évite de faire circuler quand on est en situation de vide, mais en plus, dans un vide de yin, il y a de la chaleur. Or, l'ail est un produit échauffant, donc ça n'exclut pas de le consommer à dose ordinaire, je dirais, dans l'alimentation quotidienne. Mais on évitera alors de le consommer à dose thérapeutique, aux doses que j'ai indiquées. On évitera aussi de le prescrire dans tous les syndromes de chaleur, pour la raison que je viens d'indiquer, c'est-à-dire parce que c'est un produit tiède, un produit échauffant. Donc on l'évitera pour toutes les gastrites, pour les ulcères, pour toutes les pathologies inflammatoires du système digestif, où il y a de la chaleur, une chaleur qui se manifestera par un pouls rapide, large, si on veut parler du pouls, ou sur la langue, par le fait que la langue est rouge. Voilà, une langue rouge, non pas seulement rose, mais qui vire au rouge, est toujours une langue qui indique un tableau de chaleur. Enfin, comme je le disais tout à l'heure, on évitera de le prescrire pour des patients qui ont une transpiration malodorante, parce que ça va évidemment amplifier le phénomène et c'est un petit peu handicapant pour la vie relationnelle, pour la vie sociale. Les femmes enceintes, évidemment, les femmes allaitantes éviteront d'en consommer parce qu'il a une action sur le lait, il en modifie légèrement le goût, ce qui peut rendre le lait un petit peu désagréable pour l'enfant. Voilà, je vous souhaite de bonnes expériences avec l'ail et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour nos recherches sur la diététique et la pharmacopée en médecine traditionnelle chinoise.